Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue à cette édition de Vox Hebdo, votre magazine qui décrypte l'actualité de la semaine. Pour ce numéro, nous aurons dans la première partie les résultats des élections générales en Afrique du Sud avec la perte de la majorité absolue par le Congrès national africain, ANC, le parti de Nelson Mandela. Nous aurons aussi le forfait annoncé des Diables Rouges face à l'équipe du Niger, un match comptant pour les éliminatoires du Mondial 2026. Et la deuxième partie sera consacrée à la vue du Sénat sur l'accord d'exploitation des terres pour le Rwanda. Avec moi sur le plateau, Chrysostome Fouque-Zonzeka, il est directeur des publications du journal Horizon Nouveau. Bon. L'Horizon africain. L'Horizon africain. Bonjour Fouque. Bonjour cher ami. En face de lui, nous avons le directeur des publications du journal La Semaine africaine, Albert Mianzoukuta. Bonjour Albert. Bonjour téléspectateurs. Alors, pour la première partie, nous allons parler des élections générales qui se sont déroulées le 29 mai en Afrique du Sud et les résultats ont été proclamés le 2 juin. Le Congrès africain a perdu la majorité absolue qu'il détenait depuis l'élection de Nelson Mandela dans les années 90, parce qu'il a été le premier président et aujourd'hui, le parti ne dispose plus de la majorité absolue parce qu'il n'a obtenu que 40,2% des voix, soit 159 sièges sur 400 que compte l'Assemblée nationale sud-africaine. Nous vous invitons pour suivre cet élément. Détendu, presque jovial, Cyril Ramaphosa prend finalement la parole à l'issue de ces élections générales qui ont pour la première fois de l'histoire démocratique de l'Afrique du Sud mis fin à l'hégémonie de son parti, l'ANC. Le président sud-africain salue la qualité du scrutin et en appelle à toutes les forces politiques du pays. Nous avons entendu les voix de notre peuple et nous devons respecter ses choix et ses souhaits. Ce que cette élection a fait ressortir, c'est que le peuple sud-africain attend de ses dirigeants qu'ils travaillent ensemble pour répondre à ses besoins. Ils attendent des partis pour lesquels ils ont voté qu'ils trouvent un terrain d'entente, qu'ils surmontent leurs différences, qu'ils agissent et qu'ils travaillent ensemble pour le bien de tous. La commission électorale vient de statuer. Les résultats définitifs sont sans appel. L'ANC n'obtient que 159 sièges sur 400 dans la nouvelle chambre, contre 230 au sein du Parlement sortant. Le parti de Nelson Mandela ne peut plus gouverner seul et va entamer des négociations avec d'autres pour former un gouvernement de coalition. À sa droite, l'Alliance démocratique ou DA termine numéro 2 du scrutin législatif avec 87 députés élus. Le mouvement libéral prône dérégulation de l'économie et privatisation loin de l'ADN de l'ANC, mais a déjà constitué une équipe pour négocier la suite. L'exécutif fédéral de la DIA a adopté à l'unanimité une résolution visant à entamer des discussions exploratoires avec d'autres partis qui partagent un engagement envers la constitution sud-africaine et a identifié des options pour la formation de gouvernements au niveau national et provincial où aucun parti n'a obtenu une majorité absolue. À la gauche de l'ANC, un rapprochement avec les combattants de la liberté, arrivé 4e du scrutin, est possible. Leur dirigeant, Julius Malema, a déclaré dès samedi qu'il voulait travailler avec l'ANC, dont il a été exclu en 2012. Mais il poussera vers des réformes radicales telles que la redistribution sans compensation des terres aux Noirs et la nationalisation de secteurs économiques clés.
Difficile cependant d'imaginer qu'un accord sera possible avec le MK de l'ex-président Jacob Zuma, lui aussi ancienne figure de l'ANC. Son parti, né il y a 5 mois, devient la 3e force du pays, avec 49 parlementaires élus. Mais Jacob Zuma a fait savoir qu'il ne discutera pas avec l'ANC si Cyril Ramaphosa reste à sa tête. Une exigence qu'a d'ores et déjà balayée la direction de l'ANC. Alors, messieurs, nous avons suivi tous ces éléments de TV5. Alors, au regard des résultats sortis des urnes en Afrique du Sud, est-ce qu'on peut toujours penser, on peut s'interroger sur l'avenir de l'ANC, Albert? Oui, c'est-à-dire il est légitime de s'interroger sur l'avenir d'un parti qui a cumulé à la fois les symboles et aussi les aspirations d'une grande partie de la population sud-africaine. C'est quand même le premier parti, j'allais dire, qui a vaincu l'apartheid. C'est le parti quand même de l'emblème historique de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela, et qui a toujours régné en maître au sein du Parlement. Aujourd'hui, il fait 40%. On ne peut pas dire que c'est un échec, c'est une diminution, certes, suivant la loi, j'allais dire une loi de physique. Tout ce qui monte est appelé à descendre. Et donc là, mais je pense que le grand constat à faire aussi, c'est que nous sommes ici à la fin, au tournant d'une page, à la fin d'un cycle. C'est-à-dire que la vague portée par les aspirations à la défaite de l'apartheid, cette vague-là, elle a régné pendant plus de 2 décennies. Et aujourd'hui, donc, nous voyons sortir, émerger des figures et des aspects différents dans l'Afrique du Sud que nous vivons aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est la fin de l'apartheid, pardon, la fin de l'ANC, ni la fin de la démocratie en Afrique du Sud. Ça veut simplement dire qu'il y a d'autres expressions, formes d'expression qui se mettent en place, qui émergent, et cela ne peut être que pour le bien de l'Afrique du Sud. Mais est-ce que aujourd'hui l'ANC n'arrive-t-il pas à s'adapter sur les nouvelles formes de combat? Parce que l'idéologie de l'apartheid est passée, mais est-ce que n'arrive-t-il pas à s'adapter pour ça, c'est un reproche qu'on pourrait lui faire, un reproche d'ailleurs que lui fait souvent Julius Malema, donc qui estime que finalement l'ANC a capitalisé et croyait avoir capitalisé à vie sur cette victoire historique sur le régime de l'apartheid, mais les gens continuent de vivre, continuent de respirer, et cette vie et cette respiration passent aujourd'hui par le respect de la décence, le respect de la chose publique, le respect de la bonne gouvernance, etc. Or, beaucoup de griefs qui sont faits à l'ANC portent justement sur la corruption, sur le manque de volonté politique d'endiguer l'insécurité dans le pays. Et donc, ça, c'est cela. Mais alors voilà, donc disons, pour être optimiste, que la période durant laquelle l'ANC va être obligée de partager son leadership avec une autre formation politique qui ne soit pas l'ANC, peut-être l'Alliance démocratique, peut-être aussi d'autres formes minoritaires de la vie politique sud-africaine, et bien cette période-là pourrait être celle au cours de laquelle l'élite sud-africaine de l'ANC va penser à la nouvelle forme qu'il faut adopter pour aujourd'hui survivre. Alors, Fouque, les élections, nous avons vu les résultats. Est-ce que on peut dire aujourd'hui que le peuple sud-africain est en bonne santé démocratiquement? Je dirais que c'est la conséquence des choix politiques opérés par l'ANC. Vous savez bien qu'il y a 5 mois que l'ancien président Jacob Zuma a créé un parti et le parti est en 3e position dans le pays. Oui. Donc ça veut dire que le parti traditionnel qui est l'ANC a des problèmes en interne pour la gestion de son élite, pour la gestion du pays. Les choix opérés a emmené ce parti aujourd'hui à perdre sa majorité,
afin de composer avec les autres, puisqu'il y a des aspirations dans le pays, puisqu'il y a des nouvelles figures politiques qui naissent, au lieu d'aller à l'ANC, préfèrent aller dans d'autres partis. Et conséquence, l'ANC, le parti de Nelson Mandela, a perdu sa majorité et doit composer avec les autres. Peut-être aussi que dans 10 ans, ce parti peut perdre totalement, peut aussi disparaître totalement parce que il y a la possibilité que les autres travaillent pour aller de l'avant. Nous avons bien écouté Jacob Zuma qui refuse, puisqu'il faut composer, mais il refuse d'aller avec les autres. Pourquoi refuse-t-il? Mais parce qu'il a subi quand il a été dans ce parti. Oui, justement, pourquoi l'ANC n'arrive-t-il pas à se comme renouveler, à prévoir un peu la chute qui se profilait à l'horizon? Pourquoi n'a-t-il pas été attentif? Mais quand on est enfermé dans une logique, vous savez que Nelson Mandela, c'est une grande figure pour ce parti, une grande figure pour ce pays. Mais l'époque de Mandela est passée. Mandela savait lire les signes, savait lire les codes et les décoder à sa façon. Est-ce que ceux qui l'ont remplacé à la tête du parti ont le même volume ou la même façon de lire et de décoder les choses? Comme ils n'arrivent pas à décoder les choses, à l'interne, le parti se déchire. Oui, mais pourquoi l'héritage Mandela n'a pas été comme des gènes pour tout leader de l'ANC? Pourquoi cette décadence-là d'idéologie? Mandela, chers confrères, reste Mandela. Aujourd'hui, Cyril Ramaphosa qui est là, c'est Cyril Ramaphosa. Mais on peut faire des reproches à Cyril par rapport à sa façon de gouverner. On peut faire des reproches à Mandela par rapport à sa façon de gouverner, mais c'est deux personnalités différentes. Parce que l'approche pour résoudre des problèmes n'est pas la même. Accepter l'autre, accepter autrui, c'est pas la même manière qu'on peut accepter autrui. Donc c'est deux personnalités différentes qui ont une lecture politique différente également. Vous savez bien que Mandela est sorti de prison. Il a appris de cette épreuve. Oui, il a été même celui-là qui n'a pas voulu faire comme une revanche. Naturellement. Donc à la place de la haine, il a mis de l'amour. Il a accepté tout le monde. Mais est-ce que ceux qui l'ont remplacé peuvent mettre en musique la façon de voir de Nelson Mandela? Alors Albert, finalement, qu'est-ce qui explique que l'ANC ne puisse pas être sur les pas finalement de Nelson Mandela? Il y a quel problème? Les problèmes sont nombreux pour l'Afrique du Sud d'aujourd'hui, c'est-à-dire que les aspirations et les attentes d'un peuple qui a été longtemps étouffé, longtemps bâillonné, ces aspirations-là sont nombreuses. Il faut construire des logements décents pour la plupart des populations, donc les populations noires. Il faut leur trouver du travail. Il faut leur tracer une route par laquelle leurs enfants iraient à l'université de la même manière que les Blancs d'antan, parce que maintenant, malheureusement, aujourd'hui, nous sommes bien obligés de faire cette comparaison, de parler en termes de Noirs et Blancs, puisque l'apartheid est né de là. Donc, il y a tout ça. Mais à chaque période correspond aussi son génie. Donc, ici, Cyril Ramaphosa, c'est peut-être la personne qui incarne le moins la succession de Mandela. Mandela était porté d'abord par l'aura de sa, j'allais dire, stoïcité. Il a souffert et cette souffrance, il l'a offerte à la nation sud-africaine. C'est devenu l'héritage de tous, noirs comme blancs, en tout cas de ceux qui aspirent à vivre ensemble, à faire continuer l'Afrique du Sud sur des bases plus sereines. Je vous fais remarquer une chose quand même, c'est que cet héritage de Mandela, il est celui-là sur lequel aujourd'hui tablent toutes les formations qui sont en vue. Nous avons parlé de Jacob Zuma et de son Umkhonto we Sizwe, le parti qu'il a créé il n'y a même pas un an. Ce parti Umkhonto we Sizwe, pourquoi est-ce que cette appellation fait aujourd'hui tilt et lui procure des voix? C'est parce que c'était la branche armée de l'ANC. Donc,
cofondé par Nelson Mandela. Autrement dit, Jacob Zuma a été chassé pour les raisons qui font que les Sud-Africains soient mécontents de l'hégémonie de l'ANC. Mais il a quand même été porté dans sa province du KwaZulu-Natal par une minorité qui dit, malgré toutes nos divergences, Mandela avait quand même fait ce que nous aurions dû faire. Et voilà, donc aujourd'hui, il continue l'ANC en dehors de l'ANC. Oui, aujourd'hui, oui, il continue l'ANC en dehors de l'ANC. Malheureusement, il n'est pas comme Mandela, puisqu'il n'a pas pu conserver la majorité. Alors aujourd'hui, quel avenir pour l'ANC? Que devient l'ANC? Moi, je pense que c'est un avenir plutôt serein et sain, dans ce sens qu'il sera apuré de toutes les émotions. Il ne s'agit plus d'un parti né de l'émotion, comme on a entendu dire ces jours-ci chez certains leaders politiques. C'est un parti qui aujourd'hui va entrer dans l'arène et compétir avec les armes d'aujourd'hui, c'est-à-dire la connaissance de l'économie, la sensibilité des problèmes du peuple, c'est-à-dire le contact avec un environnement international avec lequel il ne va plus exercer le rôle de grand frère par rapport au petit frère, rôle de tuteur. Donc il y a cela. L'ANC, s'il arrive à avoir tous ces aspects et à les intégrer dans sa lutte d'ici aux prochaines élections, eh bien, ce sera un parti merveilleux. Alors, Fouque, comment entrevoyez-vous l'avenir de l'ANC? Est-ce qu'il va tenir devant les alliances qu'il pourra lier avec les autres? L'ANC doit compter sur les autres partis. Sur la scène politique sud-africaine, ce n'est plus le parti leader. Parce que même le plus jeune Malema qu'on a vu avec ses combattants de la liberté, on a vu comment, entre-temps, il a secoué le pouvoir, il a secoué les dirigeants sud-africains. Aujourd'hui, Jacob Zuma, sorti de ce parti, crée son mouvement, et ce mouvement devient la troisième force du pays. Mais l'ANC doit savoir que demain, si je suis là, les autres sont là, il faut savoir changer des politiques. Il faut savoir changer de politique. C'est le dernier mot de Fouque Chrysostome Zonzeka qui nous conduit à mettre fin à ce premier sujet et aborder le deuxième sujet, le forfait annoncé ou déclaré par le ministre congolais en charge de sport. Forfait au match qui devait opposer les Diables Rouges contre le Niger, rencontre comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Nous allons suivre cet élément. Les Diables Rouges seniors acceptent d'écoper un forfait pour le match qui allait les opposer le 6 juin face au MENA du Niger au stade des Martyrs de Kinshasa. Le gouvernement congolais, par le biais du ministre en charge des sports, n'a pas fait changer le vœu des Nigériens de disputer ce match à Kinshasa, cela malgré une mission express du ministre Hugues Ngouilondélé auprès du chef d'État nigérien sur demande du président congolais Denis Sassou Nguesso. Il s'est posé un problème parce que nos amis du Niger avaient déjà à Kinshasa quelques précurseurs qui étaient arrivés là-bas pour attendre le match. Nous avons bien voulu négocier avec la Fédération du Niger, qui nous a dit que eux, ils ne pouvaient pas prendre une décision en tant que fédération. Le président de la République a mis en mission le ministre des Sports que je suis, porteur d'un message au président du Niger. Le président de la République a donné son accord, me demandant à moi, porteur du message, d'aller dire au président Sassou qu'il était d'accord et que les instructions seront données dans ce sens pour que le match se joue à Brazzaville comme prévu initialement. Malheureusement, ce matin, j'ai reçu un message du ministre des Affaires étrangères du Niger qui me dit, contrairement à ce que le chef de l'État a dit hier, l'équipe du Niger
ne viendra pas jouer à Brazzaville. J'en ai donc rendu compte au président de la République et la décision qui s'ensuit, c'est que l'équipe nationale du Congo n'ira pas non plus jouer à Kinshasa. Et que nous acceptons le forfait. La conséquence directe pour les Diables Rouges, c'est la défaite contre le MENA du Niger sur tapis vert par un score de 0 but contre 3. Notons que pour le match du 11 entre le Congo et le Maroc, programmé à Kinshasa, et que les autorités congolaises veulent voir jouer au stade Alphonse Massamba Déba, le Congo pourrait également déclarer forfait en cas de refus du Maroc de venir jouer à Brazzaville. Alors, Fouque, nous avons écouté le ministre en charge du sport qui a annoncé presque accepter le forfait, puisqu'il a dit que les Diables Rouges dans ces conditions ne vont plus traverser. Nous sommes prêts à accepter le forfait. Alors, comment appréciez-vous la sortie médiatique du ministre Ngolo Ndele? Le ministre est venu dire la position des plus hautes autorités congolaises, puisqu'il a échangé avec le président de la République. Mais quand nous revisitons notre histoire, vous savez que pendant les Jeux de la francophonie à Kinshasa, et lorsque l'équipe congolaise était en train de passer, il y a eu des chansons malsaines contre la République du Congo, contre cette équipe. Et au même moment, quand le président de la République était au sommet de la francophonie, il y a eu des réactions à Kinshasa. Je crois, en mon humble avis, les autorités congolaises se sont souvenues de ces chansons malsaines et ils ne veulent pas l'équipe congolaise, leur équipe, les joueurs aillent vivre encore de nouveau cela pour essayer d'entraîner les gens dans la panique, dans le déséquilibre. Il faut déclarer forfait. Je crois que c'est ça le problème, qui est relatif au second point ou au troisième point que nous allons évoquer. Oui, alors, voilà, vous avez compris de quoi il s'agit. Albert, est-ce que la sortie médiatique du ministre se justifiait puisqu'il a annoncé le forfait? Malheureusement, on s'est rendu compte que le match a été reporté. Est-ce qu'un match reporté peut encore faire l'objet de forfait ou un match où il y a forfait peut encore faire l'objet d'être reporté? Est-ce que la sortie médiatique du ministre, c'était précoce ou injustifié? Moi, je dirais que malheureusement, tout cela procède de la même impréparation, la même improvisation dont le Congo et les instances du sport font montre chaque fois que nous avons à faire face à un défi important, programmé de longue date. Nous sommes là dans la pleine improvisation du Congo parce que faire le déplacement jusqu'à Niamey, obtenir du général Tchani que le match se jouera bel et bien, non, partez tranquille. Et puis, une fois à Brazzaville, se voir faire suivre un message où l'on dit non, c'est annulé, nous ne venons pas, si vous ne traversez pas. Ça montre clairement qu'il y a d'autres raisons, d'autres objectifs, et que le Congo, malheureusement ici, s'y est très mal pris. Ce n'est pas le fait simplement de traverser à Kinshasa qui était le problème. Kinshasa, nous traversons en 20 minutes, on est de l'autre côté du fleuve. Et s'il y avait des précurseurs nigériens là-bas, le Congo a les moyens, l'a déjà prouvé par le passé, de délocaliser ces Nigériens là-bas, de les prendre avec armes et bagages et de les amener dans un hôtel à Brazzaville pour affronter la compétition. Donc, nous sommes dans notre mauvais rôle de toujours. Nous ne prévoyons pas assez et nous ne mettons pas nos instances, nos sportifs à l'aise quand il s'agit d'affronter des enjeux aussi importants que les compétitions comme éliminatoires de la Coupe du Monde. D'ailleurs, vous savez bien que quelques heures après cette déclaration, les sélectionnés, une partie en tout cas, s'est mise, je dis pas en grève, mais en grogne,
contre le ministre, disant voilà, il avait mal parlé, nous a mal soutenu, donc voilà. Mais est-ce que c'est dire que le ministre a pris cette décision sans se référer à l'équipe nationale, aux joueurs, aux techniciens, à la fédération? C'est seul qu'il a décidé? Alors, écoutez, je vais faire l'avocat du diable quelque part. Parce que, d'une certaine manière, aussi bien la FIFA que le CIO, que toutes les instances internationales du sport nous disent éloigner le sport de la politique. Or, ici, les deux décisions qui ont prévalu sont les trois, sont celles du président du Niger, sont celles du président de la République du Congo, sont celles du ministre des Sports du Congo. Donc, quelque part, des politiques qui ont tranché, qui ont dit, voilà, nous avons décidé, vous devez y aller, ou bien nous avons décidé, n'y allez pas. Et l'instance du sport ici a du mal à faire entendre sa voix. Je crois que c'est une maladie congénitale de notre nation qui veut que, en toute chose, vous savez, hein, là nous parlons de choses qui sont visibles et observables par tous, mais cette immixtion des politiques est allée jusque sur le terrain, sur la composition des sélections, sur le recrutement des joueurs, etc. Donc voilà, ça fait triste, mais ça ne nous change pas de ce que nous avons toujours entendu. Ok, ça fait triste, ça ne nous change pas de tout ce qu'on a déjà entendu. Nous allons marquer une courte pause et nous allons revenir pour aborder notre deuxième partie de l'émission.